Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Sur la Seine et autour. À l'Université populaire. Février 1914. C'est le meilleur théâtre de Paris, le plus riche et le plus varié. La Comédie Française, l'Odéon, au besoin l'opéra et l'opéra comique lui fournissent des vedettes, le Parlement et l'Académie des conférenciers. Il y a des chiens savants, des jongleurs, c'est le seul endroit où les mimes prennent la parole et où l'on voit comme dimanche soir des chansonniers débuter dans la pantomime. Et que parlez-vous de troupes homogènes, l'interprétation de l'école des femmes, rassemblée des comédiens de l'Odéon, de Femina, de l'Athénée, autour d'une surprenante Agnès, une fluette enfant du faubourg, touchante et neuve, et même pas maquillée sous sa cornette de linge. La bonne volonté ébauche à l'université populaire des miracles que le public parachève, car le meilleur théâtre de Paris s'emplit du meilleur public. Il n'y en a pas de plus avide, de plus sensible. Si la flatterie le blesse, s'il se replie sous la cordialité maladroite, il attend et reçoit la parole de l'orateur ou du comédien comme une chose précieuse et tangible. Certains visages tendus ont l'air, sur les bancs les plus proches de la scène, de vouloir happer un fruit. C'est véritablement l'élite intelligente d'un peuple qui se rassemble ici, respectueuse des textes qu'on lui lit, courtoise au point de retenir jusqu'au baisser du rideau l'atout et les applaudissements. Presque tous ceux qui viennent passer la soirée ici sacrifient quelques heures de leur sommeil. Ils portent encore sur eux, hommes et femmes, des brins de fil, des paillettes de métal moulu, des taches de vernis ou d'acide. La plupart des femmes et des jeunes filles appartiennent à la fine race de Paris, qui a des petites mains et des yeux vifs. Dimanche soir, parmi la foule qui s'écrasait dans la salle et montait le long des murs comme une eau refoulée, il n'y avait pas un seul homme qui eût un verre de trop. Et il faut bien que l'université populaire soit un lieu unique, où le zèle des camarades machinistes, des camarades figurants, des camarades metteurs en scène, est si contagieux qu'on pouvait, ce même dimanche, sous l'apparence un peu poudreuse d'un accessoiriste improvisé qui portait bravement une échelle, reconnaître M. Simian, ancien ministre, rapporteur du budget des Beaux-Arts. Mes impressions de chatte dans la revue de Bataclan. Fantasio, 1er mai 1912. Je suis la chatte dans la boîte, je veux dire dans le socle de la statue. Le premier soir, je m'y trouvais très mal, plié en trois, râpé ici et là par le bois neuf. À présent, je me tasse, je m'habitue. Mieux, je trouve quelque agrément à ma geôle. J'y fais une cure quotidienne d'obscurité, de silence relatif, d'oubli. Tel l'amant de Boubouroche, j'améliore peu à peu le confort de mon armoire. J'ai fourni un bout de tapis sur lequel je m'accroupis en tailleur. C'est là que je pelote patiemment ma grosse balle de laine rouge. Je songe, très sérieusement, à apporter une petite lanterne électrique. À mi-hauteur du socle, je vois très bien une planche où poser le cahier de papier blanc, le stylographe, un verre d'orangeade, un tube de cristal où trempe un œillet. Au-dessus, un miroir grand comme une soucoupe. Réfléchirez ma figure rayée de chat, moustache bleu-noir, paupières barrées d'un trait vertical. Quelques livres d'un choix heureux et facile. Méprisons, les œuvres des frères Reclus, Latude y cédera pourtant le pas au rapport de M. Honorat sur les habitations à bon marché. Comme il m'envierait s'il pouvait me voir, mon semblable, mon frère, l'agent qui moisit là-bas dans le bocal du carrefour Montmartre. L'œil à la fente, mal dissimulé, de la porte que j'enfoncerai tout à l'heure,
Tête la première, je m'éblouis d'un rayon chaud et vertical, doré de poussière dense et de fumée. Une écharpe passe et change la couleur de la lumière. Une jambe dansante, en maillot nacré, surgit et disparaît. Derrière moi, au-delà de la toile de fond, j'écoute des cris de damnés et des roulements d'orage. On prépare le triomphe de l'aviation. Au-dessus de moi, quelqu'un que je ne vois pas vient s'appuyer à mon plafond de planche, et ma cabine oscille, au rythme d'une respiration de danseur essoufflé. Qu'il fait bon au milieu de ce trouble, qu'il fait bon être la chatte obscure au fond de sa boîte. En me retournant, avec autant d'aisance qu'un poussin serré dans sa coque, je puis lever la tête pour admirer, moi seul, moi privilégié, l'étonnant raccourci de la statue vivante qui pose sur le socle, sans respect pour sa belle immobilité de marbre gainé de soie, au risque d'éveiller trop tôt son frisson et son rire. Je lui crie « Statue, tu as du noir quelque part. Statue, ton maillot craque. » Ainsi j'occupe le temps trop bref de ma retraite, avant de bondir, chatte de gouttière en maillot peint sur la Seine. Au sortir de ma nuit, la rampe m'aveugle. Mes oreilles, couvertes et matelassées, entendent à peine. J'imite pauvrement, mais qui peut l'imiter, la malice guetteuse, l'exigence caressante, l'électrique turbulence d'une chatte jalouse. Hélas, il y a bien longtemps que je ne cours plus sur quatre pattes, et chaque fois que je quitte la Seine, chatte haletante, courant sur deux pattes lourdes, sa queue de bourre ballant sur une croupe de femmes, je rencontre sur le palier de ma loge le petit chat de la concierge, le petit chat, le vrai petit chat qui m'attend là exprès, mince, vêtu de velours, rayé comme un serpent. Il me regarde monter. Il penche entre les barreaux de la rampe son visage de chat, diabolique et charmant comme une fleur tigrée. Il se retient de rire, mais je sais qu'il se moque de moi.